Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula, un épisode sous forme d'interview où j'ai eu la chance de recevoir Clem Newter, que je remercie pour le temps qu'il m'a accordé. On a discuté pendant une petite heure d'illustration et de jeux de société. Je lui ai posé parfois des questions un peu tordues, vous allez le voir. J'espère que ça va vous intéresser. Juste avant de lancer le jingle que vous connaissez déjà bien maintenant, sachez que vous pouvez toujours me soutenir sur tous les réseaux d'Esprit Pétula. Alors Instagram, il y a un Instagram maintenant dédié qui s'appelle Esprit Pétula. Je mettrai le lien en description. Il y a toujours mes réseaux personnels, Twitch, YouTube et compagnie et consoeurs. Mais depuis quelques heures maintenant, il y a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Pareil, je mettrai les liens en description. Ce sera une newsletter où je vous assommerai pas de mails. Ce sera un mail de temps en temps, puisque je les écris à la main et j'essaie d'être complet et de faire des choses bien faites et intéressantes. C'est pas envoyer un mail pour envoyer un mail, disons. Newsletter, du coup gratuite bien sûr, où je reviendrai parfois sur certains points du podcast, mais par écrit, où je vous parlerai également de mes actualités. Je vous parlerai de quoi d'autre ? Les posts potentiellement que les réseaux sociaux ont décidé de masquer, les vidéos YouTube, etc. Voire des recommandations d'autres artistes. Tout ça, c'est dans la description, c'est la newsletter. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Je vous souhaite à toutes et tous un bon podcast, une bonne écoute. C'est assez intéressant. Je suis plutôt content de cette interview. On va la lancer tout de suite en invoquant mes esprits. Esprit Pétula. Pour discuter d'illustration et de jeux de société, je suis ravi d'accueillir Clem Newter dans ce podcast. Clem Newter, bonjour. Hello Hugo. Je suis hyper content que tu aies accepté l'invitation. Pour te présenter en quelques mots, reprends-moi si je dis des bêtises, tu es illustrateur, mais aussi streamer sur Twitch. Je mettrai bien entendu, comme d'habitude, tous les liens de Clem dans la description de ce podcast. Mais pour ce qui concerne le thème du jour, tu as aussi illustré récemment un jeu qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle La Colline aux Feux Follets, édité chez Gigamic. Je dis qu'il a fait beaucoup de bruit parce qu'il a été nominé à l'As d'Or de Cannes 2023. Donc voilà. Est-ce que pour l'instant, j'ai pas dit trop de bêtises ? Non, tout est bon, mais ça met une sacrée pression dès la présentation. Ah As d'Or, tu vois, c'est un peu la palme d'or du Festival de Cannes. Incroyable. C'est ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cérémonie de récompense qui récompense les jeux de société mais mondiaux. Je crois que c'est pas que français d'ailleurs. Non, c'est mondial, ouais. Voilà, c'est un peu le Festival de Cannes du jeu de société. Et donc, oui, La Colline aux Feux Follets, sur lequel tu as travaillé, a été, on va dire, nominé, n'a pas remporté le Grand Prix, malheureusement. Et non. Mais était dans les 3 finalistes de sa catégorie quand même. Oui, c'était vraiment déjà incroyable. Ouais. Je t'ai vu monter sur scène, c'était retransmis en plus en direct. J'ai fait des captures d'écran, j'étais tellement fier. Écoute, première petite question, un petit peu pour un peu dégrossir le sujet. Donc, c'est, si je dis pas de bêtises, le premier jeu sur lequel tu travailles ? C'est vraiment le premier jeu, oui. Donc, le premier directement nominé, on est d'accord. C'est directement, t'es pas rentré par la petite porte. Comment t'es arrivé à illustrer un jeu de société ? Comment t'as eu cette opportunité ? Alors, faut savoir que le milieu du jeu de société, c'est un milieu qui m'intéresse depuis un moment. Je suis pas un énorme joueur, c'est-à-dire que je joue à des jeux assez casus, on va dire. Vraiment les jeux de soirée avec les copains, tout ça. Mais pour l'aspect illustration et création, que ce soit les jeux de société, les jeux vidéo, et en fait tout ce qui peut inclure de la création visuelle et tout ça, ça m'a toujours plu forcément. Et en fait, pour La Colline aux Feux Follets, j'ai un ami qui travaille donc chez Gigamic, qui est graphiste là-bas depuis déjà moult années. Et là, en fait, il s'avère qu'ils ont reçu un jeu. Donc en fait, pour contextualiser, La Colline aux Feux Follets, c'est un projet de coédition. Donc c'est pas un jeu qui a été créé par Gigamic. C'est un jeu qui est créé à l'origine par Amigo. Oui, c'est un jeu allemand, c'est ça ? C'est ça, ouais. Amigo, c'est un éditeur de jeux allemand.
Le nom original étant Zauberberg, avec un superbe accent allemand. Oui, en français, on pouvait pas trop le récupérer ce mot, fallait faire quelque chose. Exactement, en fait, c'est exactement le travail de l'équipe de coédition à Gigamic, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir, eux, plein de partenariats avec des boîtes dans le monde entier, et en gros, ils vont créer la version française du jeu. C'est pas juste la diffuser, tu vois. Tu peux être amené forcément à changer le titre. Ouais. Et aussi, tu peux être amené à changer les illustrations, changer le plateau. Enfin voilà. Oui, ok. En fonction du projet, tu as un petit peu de marge dessus. D'accord. Là, pour Zauberberg, donc la colline au feu follet, moi j'ai été contacté pour refaire l'illustration de la boîte. Mm-hmm. Mais on n'avait pas la main sur le plateau, les éléments étaient fixés, définis et tout ça. Donc concrètement, je suis, entre guillemets, juste illustrateur sur la boîte du jeu. J'ai pas eu la main sur le jeu en lui-même, en fait. Et est-ce que on va dire toute la partie qu'il y a dans la boîte, c'est la partie originale qui a été gardée ou C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ça doit être un peu frustrant, je me dis, pour un illustrateur étranger de se dire ils ont refait la boîte, mon dessin, tu vois, ils ont pris tout le reste, mais la boîte, ils l'ont refait. Je me dis, c'est dur. En fait, non, c'est normal dans le milieu, en fait. D'accord, c'est un truc, c'est connu. Ah oui, toutes les boîtes qui vont faire de la diffusion, donc tout ce qui est coédition, licence et tout ça, font ça. Dans le monde entier, ça se fait. T'as des jeux français t'as des jeux qui ont été créés en France, qui vont être édités dans d'autres pays, où ils vont juste changer la boîte, tu vois. Mais le jeu... Pardon, ils refont ça parce que, je sais pas, il y a des cibles différentes avec... J'imagine que c'est une question de marketing ou c'est juste pour Ouais, c'est ça ? Non, c'est exactement ça. En fait, c'est pour correspondre à l'idée qu'ils se font du public, en fait. Ok. Il y a des études et tout. Hein. Enfin, moi, je suis pas dedans. J'ai jamais trop fouillé ça, mais il y a vraiment un type de visuel pour un type de public. Franchement, quand tu vois les jeux allemands, tu comprends un petit peu mieux. Il y a une sauce à l'allemande. Oui. Enfin, honnêtement, hein, la première fois que tu vois un jeu allemand, tu te dis c'est dégueulasse. Et après, tu relativises le truc et tu te dis non, c'est vraiment juste c'est une approche en fait du visuel. Ouais. Et voilà, donc dans le cas de la colline au feu follet, il voulait, en plus de modifier le nom, il voulait aussi créer une nouvelle illustration. Et donc du coup, je vais répondre à ta question. L'ami que j'ai qui bosse chez Gigamic m'a contacté à ce moment-là, précisément. Mm-hmm. Il aurait pu m'appeler d'autres fois, mais là, il m'a appelé vraiment en me disant là, c'est ton créneau. Au niveau de ce qu'on veut, on sait que c'est ce que tu sais faire et ce que tu fais globalement. Et voilà, en fait, il m'a positionné sur le projet au bon moment pour lui parce que je collais à l'idée qu'ils avaient de l'adaptation française, quoi. Il connaissait déjà bien ton univers et il s'est dit que tu étais le bon illustrateur pour ça. Mais du coup, comme par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait qu'il y ait des publics différents dans chaque pays, etc., ils avaient, j'imagine, déjà une idée très précise de ce qu'ils voulaient, ou est-ce que tu as eu quand même une sorte de liberté sur la boîte ? Non, honnêtement, je vais pas dire carte blanche, c'est pas vrai, parce qu'il fallait quand même coller au matériel existant. Ça a été, je pense, la grosse contrainte, en fait. Ça a été que, vu que le matériel existait, on pouvait pas se permettre de partir trop loin et d'apporter un côté déceptif au jeu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même dû, entre guillemets, me limiter. Tu vois, par exemple, en termes de chara design, les personnages restent des stéréotypes de petits magiciens, des stéréotypes de sorcières, tu vois. Mais non, en termes de composition, au niveau du style, ils m'ont vraiment laissé énormément de marge. On a pu tester des trucs. Enfin, moi, je leur ai envoyé pas mal de tests et les retours étaient toujours juste dirigés dans le sens de on vise le meilleur résultat possible, mais sans chercher à brider ce que je cherchais à faire, quoi. D'accord, donc ils n'ont pas on va dire de cahier des charges en disant bon, c'est un jeu qui s'adresse à des enfants, donc il faut que ce soit un peu de ce style d'ambiance avec des personnages, je dis n'importe quoi, un mignon, coloré, etc. Toi, vraiment, t'as senti que tu faisais ce que t'avais presque envie de faire et ça collait en fait à ce qu'ils attendaient de toi, en fait. Bah après, je pense que ça a fonctionné aussi parce que je savais que c'était un jeu pour un public plutôt jeune. Et moi, en faisant mes propositions, j'incluais déjà ce postulat-là, tu vois.
Je suis pas parti sur des trucs fantastiques, Seigneur des Anneaux ou des. Enfin, tu vois, Un truc tout je dark. savais. Non, mais voilà. Et pourtant, tu vois, dans mes premières propositions, les couleurs étaient justement assez dark parce que l'ambiance qui était donnée, c'était on veut une forêt, on veut que ce soit un peu mystérieux. Idéalement, ça se passe de nuit pour bien faire ressortir les feux follets, tout ça. Mhm. Et mes premières propositions, elles étaient assez dark, mais dans la couleur, tu vois. Il y avait un truc assez sombre, assez. C'était un peu violacé, tout ça. Et ça, par contre, c'est un truc sur lequel ils se sont permis de me recadrer et de me dire. En fait, au niveau des couleurs, on va quand même essayer des trucs un peu plus. Ouais, un peu plus chaleureux, joyeux, vif. quoi. Ok. Ouais. Toi, oui, parce que j'ai pas précisé, la colline aux feux follets, c'est effectivement, on a dit un peu le type de personnage, c'est un jeu avec une sorte de piste inclinée, on va dire, avec un C'est ça. système de billes qui roule, et il y a des sortes de sorciers, sorcières, enfin magiciens, on va dire, qui bloquent, qui obstruent certains passages pour empêcher les billes de descendre, et il faut les déplacer pour Exactement. permettre aux billes de descendre. Toi, le jeu, est-ce que d'abord, avant même de commencer l'illustration, t'avais déjà joué, enfin ils t'ont fait essayer ce genre de choses pour te familiariser ou pas du tout? T'es parti de vraiment de... J'ai un doute là-dessus. Je suis quasiment sûr d'avoir vu le matériel en vrai. Mais est-ce que j'ai fait une partie avant d'attaquer? Je suis pas sûr. Par contre, évidemment, ils m'ont montré le matériel existant. Ils t'ont fait venir du coup chez eux, entre guillemets, ou ça s'est fait à distance? C'est des questions un peu bateau, mais... Non, pas du tout. Un peu des deux. J'ai beaucoup travaillé de chez moi, mais on a quand même on a finalisé l'illustration à Gigamic. On a très avantageux étant donné que j'habite à littéralement un quart d'heure de là-bas. Ah oui, c'était une question que j'osais à moitié poser en disant est-ce que sur les déplacements ça allait ou pas, tu vois? Ah non, j'habite vraiment à côté. Ah non, c'est parfait. C'est la ville à côté, quoi. Ok. Et donc, ouais, on a finalisé le jeu justement avec Joey, que je salue au passage, si tu écoutes ça un jour. Bah, j'espère, on salue Joey. Qui est le graphiste, justement, qui m'a positionné sur le projet. Et on a finalisé ça ensemble, vraiment les derniers ajustements de couleurs. Lui, il a... Alors, du coup, il n'est pas crédité, c'est un petit peu moche, mais il a un petit peu participé aussi. Il a ajouté des petites textures par-ci par-là, c'est assez discret, mais voilà, c'est des trucs qu'on a validés tous ensemble. Enfin non, c'était vraiment super agréable comme process. D'accord. Voilà. Et toi, t'as fait l'illustration, mais est-ce que t'as pas du tout fait du coup le graphisme, tout ce qui est titre, etc. C'est lui qui s'en est chargé, si. c'est ça? Si. Non, le titre, c'est moi qui m'en suis occupé. Ok. C'était inclus dans le projet. J'en suis assez content, honnêtement. Ouais. J'invite les gens à aller faire une petite recherche quand même pour voir de quoi il s'agit. C'est un titre écrit en jaune. Voilà, c'est un peu c'est très stylé. C'est ça. En gros, moi, je suis pas allé plus loin que l'illustration et le titre. Tout le reste, justement, ça a été le travail de l'équipe graphique qui a donc fait l'intégration. Voilà. La boîte, c'est la première chose qu'on voit d'un jeu. Voilà, il est comme ça dans le magasin. Est-ce que t'as senti une pression ou finalement la pression, tu l'as senti qu'une fois que le jeu était sorti, tu t'es dit oh merde, en fait c'est la boîte que j'ai fait, quoi. Comment ça s'est passé de ce côté? Je suis même pas sûr d'avoir ressenti de la pression. Ah oui, d'accord. C'est encore mieux. Mais alors si, il y a eu la pression dans le sens l'envie de bien faire, tu vois. Oui. Mais non, je crois que déjà le process de création était vraiment, comme je te disais, il était vraiment fluide. Je proposais un truc, j'avais des retours rapides. Enfin, honnêtement, on a travaillé peut-être 3 semaines sur l'illustration. Ok. En tout. Et non, ça a été très fluide. On s'est entendu sur plein de points. Enfin, on s'est entendu sur quasiment tout. C'est ça qui était vraiment chouette. Et du coup, je crois que j'ai pas eu le temps de me poser la question. J'ai pas eu le temps de me dire attends, mais mon jeu, là, il va atterrir dans tous les Leclerc de France, en fait. Non, c'est le moment où tu le réalises. C'est le moment où tu te retrouves dans un magasin et que tu vois. En plus, ouais, comme tu disais, il a été nominé pour l'As d'Or. Et quand tu le vois en tête de gondole, nominé As d'Or dans les Leclerc et tout, et what? Ah oui, on l'a vu partout à un moment donné, ce jeu. Oui.
Vraiment, mais c'est devenu un running gag. Hein. À chaque fois qu'on se promenait avec ma copine, elle voulait que je me mette devant et je voulais prendre une photo. On a des dizaines de photos de juste moi avec ma boîte avec une tête de con, c'est génial. Non, et en plus, le jeu est assez bon, quoi. Donc, imagine, t'aurais illustré un jeu que tu trouvais pas terrible. Enfin, là, je sais, si ça se trouve, tu le trouves pas terrible et je m'avance un peu. Mais non, justement. Ça a été un vrai soulagement de voir que le jeu était vraiment cool. Ouais. Parce que du coup, je suis en train de réaliser, je pense vraiment que j'y ai pas joué avant de finir l'illustration. J'ai dû voir le matos juste. Et la première fois que j'y ai joué, je crois que j'ai eu ce moment de soulagement justement où je me suis dit « Oh, ça va, le jeu, il est bien. » C'est vrai que c'est drôle, ça. Quand t'as illustré la boîte, je pose des questions vraiment des bateaux, mais les tranches aussi de la boîte, c'est ça? Alors concrètement, moi j'ai fait une illustration avec beaucoup de fonds perdus. Okay. Je crois que c'était justement pour faire les tranches. Oui, ils l'ont rabattu sur les côtés, on va dire, c'est ça? Ouais. Mais c'est même pas impossible. Je pense même que c'est moi qui ai fait la disposition en fait du top box, vraiment. Je crois que c'est moi qui ai placé les titres gauche-droite en bas et tout ça. Et après, ils ont fait les ajustements pour tout le reste. Ok, et graphiquement, ils te disent, il y a besoin de mettre, je sais pas, l'âge, le logo et tout. Et t'es libre là-dessus ou ils t'ont quand même dit le logo il ira en bas à droite, l'âge? Non, ça justement, ça c'était le travail purement graphisme. Ça, moi je m'en suis pas occupé. Ils l'ont rajouté après, c'est ça? Bah, je savais que le logo Gigamic était en bas à droite. J'avais un template, tu vois. Oui. J'avais le gabarit, je savais comment ça allait se placer. Eux, ils avaient déjà une idée de la taille, c'est ça, de la dimension de la boîte dont ils avaient besoin, et ils t'ont fourni toutes ces dimensions avant. Ouais. Et ok, donc tu savais déjà. Ouais. Bah c'est vraiment au niveau création d'un jeu, tu commences vraiment par l'aspect production. Enfin, c'est littéralement de la pré-prod en fait, où ils vont définir les dimensions, ils vont voir avec le constructeur ce qui est possible de faire et tout ça. Et après, ça passe chez les graphistes, voire chez l'illustrateur, illustratrice. Donc, t'as déjà le matériel, en fait. Tu sais déjà ce sur quoi tu vas travailler avant de t'y attaquer. Le jeu est sorti combien de temps après que t'aies rendu, on va dire, l'illustration et qu'elle ait été validée? Ça a été assez rapide encore ou il y a eu un peu de temps quand même? On a travaillé dessus en février ou mars. Et je crois que le jeu est sorti vers octobre. Ok, oui. Donc, il y a quand même eu un petit 6 mois. Il y a eu un temps où presque tu avais oublié que tu avais bossé sur ce truc, presque. Pas du tout, c'était infernal. C'est vrai, tu pensais encore? Ah non, mais tout le temps. En fait, c'est le genre de projet où tu finis le projet et tu te dis juste, mais merde, ça vient d'arriver. Il y a ce truc d'incrédulité où tu dis, c'est pas possible. Il n'y a pas un jeu de société qui va voir mon illustration. Enfin, tu vois, oui. T'as une sorte de déni comme ça. Et en fait, non, j'y pensais tout le temps. J'étais comme un gosse qui attendait Noël en juillet, quoi. Enfin... Ah oui, en gros, ouais, t'attendais vraiment que le jeu sorte pour vraiment réaliser presque que ça avait eu lieu, quoi, que c'était vrai. Qu'ils n'avaient pas changé l'illustration au dernier moment. Ça va, j'ai pas eu cette peur, mais... On sait jamais. C'est le dernière minute. Mais en fait, c'est nul. En fait, c'est pas mon dessin. En fait, ils ont refait tout mon dessin. En fait, ils ont changé le perso et tout. Ouais, c'est drôle. Et donc, le jeu sort quand tu m'as dit à peu près octobre, fin d'année pour les fêtes. Ouais. Et donc, il est nommé dans la foulée. Vous l'apprenez, enfin toi tu l'apprends assez rapidement que le jeu est nommé. Il me semble qu'on l'a appris assez rapidement parce que en fait il est sorti fin d'année et février de l'année suivante c'était déjà le festival de Cannes. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'il a été annoncé minimum 2 mois avant. Donc ouais, peut-être qu'on l'a appris en décembre. Quelque chose comme ça. Oui, ça va très vite. Oui, du coup, t'as presque pas le temps de respirer. Toi, une fois que le jeu est sorti, c'est plein de questions qui n'étaient pas prévues. Hein. Vas-y. Et est-ce que tu surveilles un peu, je sais pas, les chiffres? Est-ce que tu as des retours des ventes et tout? Ou est-ce que tu sais rien du tout? Tu es dans le flou et... Non, en fait, au niveau des ventes, c'est assez opaque dans le sens où mon contrat intégrait c'était simplement un contrat de prestation. Oui, d'accord. Oui, c'est plus... Mais est-ce que t'espères qu'ils se vendent, tu vois, et du coup tu surveilles un peu? Tu vois ce genre de choses. Tu dis, est-ce que mon jeu, il a... Oui. Oui, t'espères qu'ils se vendent, oui.
Mais non, j'ai pas spécialement essayé de connaître les chiffres sur le coup. Après, enfin, on en parlera plus tard, mais il y a des événements qui ont fait que par la suite, c'est des chiffres que j'ai appris. Plus ou moins, hein, ça reste dans l'à peu près. Oui, enfin, Mais ouais, non, ça s'est bien vendu, on va dire. C'est un jeu qui a quand même bien marché. il s'est très bien vendu pour un jeu enfant, en fait. C'est un truc qu'on m'a assuré. C'est pas aussi courant que ça qu'un jeu qui vise le public enfant se vende aussi bien. Ouais. Mais c'est parce qu'il plaît aux adultes aussi, en fait. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a ce côté, ouais, même mais en famille. Hein. Enfin, c'est vraiment plus qu'un jeu enfant, c'est un jeu famille, en fait. Ah oui, c'est tellement satisfaisant de voir les billes descendre et oui. tout. Il y a un vrai truc qui plaît, je pense, à tout le monde et tout. Est-ce que tu as regardé un peu, parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire, hein, regarder toutes les semaines les sorties de jeux de société, je suis un peu addict à ça. Enfin, est-ce que tu as regardé des reviews de ce jeu ou pas du tout? Non. C'est très clair. Alors, moi j'adore regarder des reviews, mais je crois que j'aurais beaucoup de mal à regarder des gens review, même si j'ai fait que l'illustration, mais je crois que j'ai beaucoup de mal à regarder des gens review quelque chose que j'ai fait. Ah oui, ok. Ouais. Je suis pas en mode critiquez pas mon travail, ça va me blesser, pas du tout, bien au contraire même. Mais je sais pas, t'as juste cet instant un peu de gênance, tu sais, cet instant de t'as l'impression d'être au centre de l'attention, oui. Même ne serait-ce qu'un instant. C'est je suis pas fan du feeling. Donc là, dans le cas de la colline au feu follet, donc tu disais c'est un jeu qui existait déjà en Allemagne. Ouais. Donc bon, pour le coup, les règles étaient déjà très claires. Je sais pas, on sort peut-être un peu du cadre, mais est-ce qu'il y a des changements de règles parfois ou il y a eu... Non, mais c'est intéressant comme question. Je pense que dans la coédition, on altère assez peu les règles. Je pense que si la coédition a repéré des jeux qui veulent justement coéditer du coup chez Gigamic, c'est en général parce que la mécanique marche bien en tant que telle Oui. et que... Et puis en général, il y a aussi l'affect. Ça peut être... Enfin, un jeu coédité peut être juste coédité tel quel. Enfin, des fois, on touche pas du tout aux illustrations. Ouais. Et parce que des fois, t'as des trucs qui arrivent, tu te dis, mais ça, c'est canon. Enfin, t'as même pas envie de changer le titre, des fois, tellement tout marche ensemble. Mais non, dans le cas de la colline, en tout cas, je pense pas qu'il y ait eu de changement de règles. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Quand t'as commencé à illustrer le dessin, j'ai pris sous les yeux Zauberberg, on va dire la couverture, la boîte originale, qui, bon... elle est dans c'est allemand. C'est allemand, mais tu vois, ça reste coloré, ça reste mignon et tout. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'es allé voir aussi pour t'inspirer, ou est-ce qu'au contraire, t'as essayé de pas avoir de référence pour vraiment créer un truc très original à toi? Comment ça s'est passé? Si, le premier truc que j'ai demandé, c'était la cover originale du jeu, justement. Ouais. L'idée, c'était pas de reproduire... Enfin, tu vois, c'est là où je me suis senti rassuré, c'était que l'idée, c'était pas du tout de reproduire l'illustration, mais de récupérer ce qui était pertinent de récupérer. Tu vois, t'as justement ce feeling de sentier que tu retrouves déjà un petit peu. Le personnage du Gandalf / Merlin / Dumbledore au premier plan, où on s'est dit, mais au final, dans le jeu, on le voit même pas, quoi. Oui. Donc en fait, on va l'enlever de l'illustration. Enfin, on a fait plusieurs tests et à un moment, on s'est dit, en fait, c'est pas pertinent, justement, lui, de l'avoir au premier plan. Donc il y a eu des réflexions sur cette base-là et sur la base des sketchs que moi, je leur ai envoyés. J'ai fait plusieurs tentatives. Et au final, justement, c'était intéressant de se baser sur l'illustration existante, parce que l'équipe qui a créé le jeu savait de quoi elle parlait quand même, tu vois. Même s'il y a des intentions différentes, vu que le public allemand, mais c'était pas, on n'allait pas se dire leur illustration c'est vraiment de la merde et il y a rien à en tirer, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que, encore une fois, question improbable, est-ce que l'illustrateur original,
à commenter ce que t'as fait ou est-ce que ça se fait pas trop ce genre de choses? J'ai pas rencontré donc l'illustratrice. C'est une illustratrice, pardon, ok. Oui, mais par contre, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur. Ah Du oui, jeu. oui. Donc vraiment le créateur du jeu, quoi. Et je l'ai rencontré justement au Festival de Cannes. Et c'est trop bizarre de rencontrer le créateur d'un jeu pour lequel tu as bossé et de quasiment pas pouvoir échanger avec lui parce qu'il est allemand et qu'il galère avec l'anglais. Donc vous faites des gestes, des pouces. Mais non, mais c'est exactement ça. On a passé quand même pas mal de temps ensemble et on communiquait par bribes d'anglais, quoi. C'était drôle. C'est un mec vraiment gentil en plus. Parce que c'est vrai que j'ai envie qu'on fasse une petite parenthèse Cannes, même si on sort un petit peu de l'illustration et tout ça, mais donc Ouais. le jeu est nommé donc à l'As d'Or de Cannes. Comment ça se passe? Ils t'invitent, ils te disent tout de suite on va prépare tes valises, on va à Cannes. Comment ça se passe? Du coup, je fais une mise en contexte. Actuellement, je suis en remplacement chez Gigamic. Oui. Je remplace un graphiste en arrêt maladie. Et le truc, c'est que j'ai commencé à bosser là-bas en novembre, mais pour remplacer le pote en question qui vivait là-bas, qui travaillait là-bas, pour son congé paternité. D'accord. Donc c'était cadré, il partait 3 mois, il avait posé des congés en plus et tout ça. Et en gros, vu qu'on avait bossé ensemble sur la colline et qu'il savait que moi j'étais graphiste et que je cherchais du boulot, concrètement, il est allé voir son boss et il a fait écoute, le temps que je parte, moi je connais quelqu'un qui peut me remplacer. Ce qui fait que je me suis retrouvé là-bas donc, pendant 3 mois. J'ai kiffé la boîte. Et je me suis retrouvé à dire à tout le monde il y aurait moyen de signer un CDI quelque part. Et bon, la situation est ce qu'elle est, donc c'est un peu compliqué pour eux d'embaucher en ce moment. Mais par contre, à la toute fin de mon contrat, il y a le big boss qui vient me voir et qui me dit écoute, comme tu le sais, la colline elle est nominée aux As d'Or. Tu viens avec nous à Cannes? Pardon. Donc j'étais vraiment dans le entre la tristesse de parce que mon contrat se terminait peut-être 2 semaines après, tu vois. J'étais dans la tristesse de partir et dans le mais attends, mais je viens de me faire inviter au festival du jeu de Cannes là. Et évidemment j'ai accepté. Oui. Je pense que là ça aurait été quand même très bête de pas y aller. Oh, oui. Et non, c'est vraiment Gigamic qui m'a invité, tout frais payé là-bas. Je n'ai rien eu à faire. Vraiment faire une valise et être là à l'heure pour prendre le train, quoi. Et à Cannes, du coup, c'est le moment où tu rencontres tout le monde, quoi. J'imagine, enfin, je sais pas si t'as le temps de rencontrer du monde. Et t'as croisé d'autres auteurs de jeux, Ça a été la course et en même temps, t'as l'impression d'avoir vu personne, en fait. Ouais. T'as rencontré des autres illustrateurs de jeux ou... Pas vraiment. T'étais bourré tout le temps, c'est ça? Tu veux pas nous le dire? Non, mais en fait, pour t'expliquer, sur Cannes, j'avais mon pass pour le festival, mais en gros, à part quelques créneaux, j'étais festivalier, quoi. En fait, j'avais du temps pour moi, ouais. Je faisais un peu ce que je voulais, donc j'étais pas trop non plus dans dans les rendez-vous, dans tout ça. Je m'étais juste fait une centaine de cartes de visite que j'ai distribuées où je pouvais, dans l'idée de me dire, il y a peut-être quelqu'un, peut-être un autre éditeur qui serait intéressé par ce que je fais. Oui, bien sûr. Mais à part ça, j'ai eu un... Ah si Il y a... Tiens, je peux encore saluer quelqu'un, Ariane. Coucou Ariane. Coucou Ariane. Qui était à la communication chez Gigamic, qui m'a calé un tournage pour apparaître dans une petite émission sur une chaîne télé pour enfants. D'accord. C'était incroyable. Absurde, mais incroyable. Et je sais même plus le nom de la chaîne, c'est quelque chose comme TV Pichoun ou un truc comme ça. Oh, c'est mignon. Enfin, si, ouais, mais c'est vraiment une chaîne, tu vois, c'est les chaînes un peu typées Gulli, truc comme ça. Et en gros, c'était un présentateur qui présentait la colline, et on a fait une partie de la colline avec l'auteur du jeu, le présentateur et moi. Un tournage qui a duré 1/4 d'heure, quoi, tu vois. Ouais, mais marrant. Mais c'est incroyable. Et Gigamic m'avait prévu des créneaux de dédicaces. Ok, où t'as signé des boîtes. J'ai vraiment signé des boîtes. Est-ce que tu signes sur la boîte ou dans la boîte? Eh ben, sur la boîte, c'est plus compliqué. Donc, du coup, tu fais dans la boîte et donc, du coup, tu te niques le poignet. Ah oui, parce que c'est une boîte assez haute. Des gros bords. Donc, c'est des gros bords, ouais.
Oui, donc par contre, c'était très drôle. Parce que je me suis retrouvé sur les mêmes créneaux de dédicace que Jules Messot, qui a fait Acropolis, qui, lui, a gagné l'As d'or général, vraiment le prix de l'As d'or. Et en fait, moi, j'avais ma table, il y avait la sienne à 2 mètres de moi, et j'avais une file de gens avec 1, 2, voire 3 boîtes d'Acropolis dans les bras. Et moi, j'attendais. Oh non, trop triste. C'était génial. Et il y a quand même, j'ai vu des gens, tu vois, mais c'était le contraste était quand même à crever de rire, où tu vois toute la file qui passe devant ton stand, mais pas du tout avec ton jeu. Ouais, c'est triste. Après, bon. Non, j'ai vu des gens, c'était chouette. Et puis Jules Messot, pardon, il est là depuis très longtemps aussi dans le jeu. Oui, c'est un peu le Bruno Catala, la relève, quoi. Donc ça fait partie des auteurs qui sont un peu prestigieux et tout. T'inquiète, voilà, c'est pas ta faute. Non, c'est vraiment pour l'image. L'image était fabuleuse. Ouais. Toi, t'étais à ce moment-là, tu travaillais plus pour Gigamic, ton CDD était terminé à ce moment-là, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, donc tu as dit, tu as distribué des cartes de visite, justement en espérant dégoter des projets un petit peu. Continuer à travailler dans le jeu de société, ouais. Depuis, alors si je dis pas de bêtises, t'es retourné chez Gigamic, c'est ça ? C'est ça. En fait, là, je remplace, mais pas pour un congé paternité, je remplace pour un congé maladie prolongé. Donc t'es encore... j'ai encore présentement, là. Mais c'est des CDD toujours, t'es pas... Toujours en CDD, ouais. Et si jamais, là, demain, un auteur d'une autre maison d'édition te sollicite pour un jeu, est-ce que t'as le droit de travailler pour une autre boîte quand t'es chez Gigamic, même si c'est en CDD ? Je sais des questions pointues. Ah non, en vrai... en vrai, c'est pas la colle, mais pas loin. Non, je pense que... En fait, tout simplement, non, il n'y a pas de colle, la réponse est vite fait. Je suis graphiste là-bas, je suis pas illustrateur. Ah oui, ok, oui, donc, d'accord. En fait, je crée rien pour Gigamic en soi. Je suis graphiste, je fais principalement de l'exécutif, genre de la mise à jour de catalogue. Enfin, je travaille quand même sur des jeux, mais comme je te disais, tu vois, par exemple, tu as des jeux de coédition où on va juste refaire le titre en français. Oui. Des fois, on va pas créer à proprement parler. On va faire juste le travail de graphisme. Et c'est principalement ce que je fais là-bas. Donc, en vrai, le jour où, comme tu dis, si jamais ça devait arriver, je crois que je sacrifierais juste des nuits de sommeil. Mais non, je pense pas qu'il pourrait m'empêcher de prendre des projets d'illustration. Depuis février, toi, t'as eu des retours, quand même des gens qui sont venus te démarcher pour d'autres projets, un petit peu savoir, ou finalement pas tellement ? Eh ben, pas tellement. Mais il y a quand même une personne. J'ai été contacté par... au final, peut-être le gars avec qui j'ai... le gars que je ne connaissais pas, avec qui j'ai le plus discuté à Cannes. C'est un type qui a été assez critique sur ce que je proposais, mais dans le bon sens. Enfin, il a pris le temps de m'expliquer des trucs et tout ça. C'était vraiment cool. Et donc le mec a une petite boîte d'édition de jeux de société. Je pense que c'est pas une énorme équipe, mais on a discuté pas mal. Et j'ai reçu un mail, je sais plus, peut-être 1 mois, 2 mois après Cannes, où le gars me demandait un devis complet pour un jeu vraiment énorme. Ah, vache. Et en fait, j'ai envoyé un devis, mais je pense que j'aurai jamais de nouvelles parce que j'ai pas vraiment conscience des tarifs du milieu. Et puis tu sais, oui, et puis c'est difficile de se projeter sur un jeu complet, le nombre d'illustrations et tout. J'ai pas besoin de citer de nom, mais je peux t'expliquer un petit peu. Le mec avait besoin de 120 cartes illustrées. Ah oui, oh là là. Oui. Dans un style un peu, tu sais, film noir, un peu esquisse encre. Enfin, tu vois, une ambiance avec une patine quand même, quoi. Il y a un style à trouver. Il y avait ça, il y avait la boîte du jeu, il y avait des illustrations pour la règle, enfin projet sur 6 mois, quoi. Oui, c'est un très gros truc. Oui. Et je pense que le devis que j'ai renvoyé était un petit peu élevé, voilà. Mais t'as eu raison, hein, mon bon. Hein. Il faut pas sous-évaluer son. Ah non, mais travail. honnêtement,
je me surpaye même pas. Tu vois, si jamais il me rappelle et il me dit c'est bon, ton devis c'est ok, je me surpaye même pas. C'est juste, je paye mon loyer tous les mois, quoi. Enfin, Non, mais c'est aussi, 120 cartes, c'est gigantesque. c'est énorme. Ouais. C'est un truc de fou. Donc là, je compare. Je viens de terminer un jeu de tarot. Ça fait quasiment un an que je suis dessus et il y a que 60 cartes. Donc mais 60 cartes. C'est hyper long. Énorme. Ça m'a pris un temps fou. Donc 120 cartes. C'est pas ton métier non plus. Non, c'est pas mon métier. C'est vrai. Je fais pas ça à temps plein. T'as pas fait ça à temps plein, je veux dire, ouais. T'as raison de ce côté-là. Mais je serais devenu fou si je l'avais fait à temps plein. Par contre. Donc, après, il y a quelques illustrateurs, je pense, qu'on peut citer, genre Nayad, qui est quand même un peu une légende dans le jeu de société. Avec juste le plus fort. Juste le plus fort, en fait. Il est très fort et très sympathique. J'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Il est passé sur mon live Twitch et il a pris le temps d'un peu discuter et il était adorable. Donc, franchement. Il est déjà passé chez moi aussi. Eh ben voilà. Mais très, très, très concis, mais tu vois le nom de Nayad qui pop dans ton chat. Ça fait quelque chose. T'as le cœur qui rate un battement, ouais. Pardon, il y a Christine Alcouf aussi, qui est une illustratrice, Camille aussi, bien sûr, qui est très connue. On a quand même en France des illustrateurs et illustratrices spécialisés dans le jeu de société, qu'on voit sur beaucoup, beaucoup de boîtes. Toi, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, on va dire, en fait, finalement, dans les faits d'être spécialisé jeu de société, ou est-ce que c'est une commission comme une autre? Non, c'est clairement un milieu dans lequel j'aimerais développer. Enfin, j'aimerais clairement continuer à bosser là-dedans. De là à dire que j'aimerais ne plus faire que ça, je pense pas. Comme je te disais, tu vois, par exemple, là, le milieu du jeu vidéo, moi je trouve ça. C'est peut-être quand même le milieu qui me fait le plus rêver dans l'idée. Ok. Que jeu vidéo, animation, pas en tant qu'animateur, parce qu'animateur c'est un métier. Oui. Mais oui, le cinéma d'animation, le jeu vidéo, tout ça, c'est globalement les milieux dans lesquels je préférerais me développer. J'aime beaucoup la littérature jeunesse aussi. Je trouve qu'on a tendance à un peu oublier le support du print, et ça reste un milieu où, je sais pas, il y a encore une magie là-dedans, il y a encore des gens qui font des trucs vraiment super là-dedans. Mais ouais, non, peut-être pas que du jeu de société toute ma vie. Par contre, s'il y a moyen d'en refaire, carrément. Tu y retournes avec plaisir, quoi. Ah oui. Et puis là aussi, bon, c'était Gigamic. J'ai l'impression, de ce que je ressens par rapport à ce que tu dis, il y avait plutôt une bonne ambiance. Je sais pas si c'est partout pareil, mais j'ai l'impression que le milieu du jeu de société, c'est quand même... j'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quand même fait par des gens plus passionnés par ce qu'ils font et du coup un peu plus humains. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est en fait le mot pour moi, c'est ça, c'est passionné. C'est que oui, il faut se souvenir que c'est une boîte. C'est une boîte qui doit faire des bénéfices. Il y a même sûrement des actionnaires. Oh là là, les grands méchants. Enfin voilà, oui, ça reste une entreprise qui doit faire du bénéfice. Mais c'est vrai que du coup, là, de travailler dedans, d'avoir vu un peu les deux aspects possibles de ce que je pourrais faire avec une maison d'édition, savoir illustration et graphisme. C'est vrai que l'ambiance, elle est... Je ne saurais même pas comment la décrire, parce que tu as quand même t'as une forte pression qui est liée au fait que tu produis des choses. Tu produis des choses de façon assez rapide, dans le cadre de la coédition, hein, notamment. Dans l'édition, ils ont beaucoup plus de temps, beaucoup plus de marge. La coédition, tu as quand même une certaine exigence de sortie, qui fait que tu dois travailler vite et bien. Mais à côté de ça, au niveau de l'ambiance, des fois, tu as l'impression de travailler avec des enfants. C'est à crever de rire, hein, c'est génial. Moi, un de mes premiers souvenirs chez Gigamic, c'était de voir un des gars dont c'était l'anniversaire traverser la boîte avec une hache en mousse. Mais tu sais, la hache de cosplay, hein, la hache énorme. Et il traversait la boîte avec sa hache en mousse en gueulant « C'est mon anniversaire !» Et t'arrives là-dedans, tu fais « J'aime bien. » Oui. Oui. Donc c'est le genre de trucs qui peuvent arriver. Mais globalement, voilà, ça reste une entreprise où t'as quand même le besoin de production, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'y sent bien.
Ouais, je rebondis. Tu parlais de coédition avec des timings. C'est quel genre de timing? Est-ce que c'est parce que le jeu doit sortir à peu près en même temps pardon, dans plusieurs pays? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? C'est juste parce qu'il y a des dates de prévues? C'est quoi Alors, ce timing? là, c'est peut-être moi qui vais dire des bêtises, mais je vais me fier à ce que je pense avoir compris. Oui. C'est plutôt lié à des délais de production. Parce qu'en fait, la production, elle, doit être... Tu sais, je te parlais de l'étape de pré-prod. En fait, cette pré-prod, en plus de définir les gabarits et ce qui va être produit, les producteurs ont aussi besoin de définir un timing. En fait, eux, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils vont devoir produire le jeu. Oui, d'accord. Parce qu'ils ont plein de jeux à produire, des centaines toute l'année, de boîtes différentes. Et donc, du coup, à partir du moment où la pré-prod est fixée, le producteur, lui, sait quand est-ce qu'il va devoir produire le jeu. Et donc, nous, on sait jusqu'à quand on a pour envoyer les fichiers. Et toi, du coup, t'avais une deadline assez... Enfin, tu m'as dit 3 semaines, mais ce qu'il t'avait dit, c'est pour le mois prochain? Ou est-ce que t'étais quand même... Ah oui, non, là, je te parle vraiment de l'aspect graphisme. Pour la colline... Ah oui, pardon, je suis revenu sur la colline pardon. Follet, pardon. Oui. C'était le sujet à la base. Non, pour la colline, on a travaillé plus vite que ce qui était prévu. Mais en vrai, on était sur des délais. Je pense qu'on avait peut-être un mois et demi, tu vois, devant nous. Ouais. Et je pense qu'on a fini avec... on a dû finir avec peut-être 2 semaines d'avance, quoi. Classe. Oui, ce que tu disais avant, c'est en fait, il y a grosso modo des plannings qui sont faits très longtemps à l'avance et que tu dois forcément, à un moment donné, balancer les fichiers au moment où ils en ont besoin pour pouvoir même imprimer le matériel et tout, quoi. Même avant, parce qu'en général, tu vas aussi avoir l'étape de... En fait, il y a ça qui va pas dans votre fichier. Ah. Ça arrive quand même très souvent, même quand tu fais attention. Tu sais, le code couleur qui n'est pas en surimpression ou des trucs comme ça. Enfin, là, c'est vraiment du délire de gens qui font de l'impression. Mais voilà, c'est des petits trucs techniques auxquels tu penses pas nécessairement. Et là, tu vas faire du ping-pong avec le producteur. Ça peut être un peu long. Toi, t'as vu un peu les tests d'impression et tout? T'as vu les rendus? T'as dû réajuster des choses parce que à l'impression, ça ressortait pas de la même manière, c'est ça? Ouais, justement, c'est la raison pour laquelle on a finalisé ça à Gigamic même. C'est que eux, ils ont le matos pour faire justement des très très bonnes impressions tests. Et on a pu voir différentes versions en fait qui ont été créées par Joey. Et où lui, il a testé de rehausser les couleurs d'une certaine façon, d'ajouter une teinte. Enfin voilà, on a eu, je sais plus 4, 5, 6 versions où on s'est dit, ok, sur laquelle on se met d'accord. Et après, on a finalisé en fonction de ça. Donc, j'ai pu voir un petit peu. Par contre, c'est vraiment le jour où on t'appelle et on te dit, on a ta boîte, viens la chercher. Ah, là, tu cours. Ah là, t'es... Waouh. Tu disais que c'était le graphiste qui a un peu modifié les couleurs, c'est ça? C'est pas toi qui a... Globalement, ce qu'on voit, c'est j'ai fait 97%. Enfin, voilà, okay. J'ai quand même, c'est quand même moi qui me suis occupé de remanier les couleurs quand on m'a dit que c'était trop sombre. Voilà, vraiment, j'ai fait le plus gros du taf sur l'illustration. J'aurais par exemple ajouté des petites textures sur les arbres. Enfin voilà, c'était des petits détails comme ça où c'était vraiment de la finition de graphisme en fait. Et c'est lui qui a fait les tests de couleurs à l'impression pour voir comment on finissait de peaufiner ça. Voilà. J'ai une question extrêmement technique. Oh, attention. T'as travaillé sur un document Photoshop, c'est ça? Ou un autre logiciel équivalent? C'est un mix. J'ai commencé sur iPad, sur Procreate. Tout le line, enfin pas tout le line parce que j'ai dû faire une finalisation de line sur Photoshop, mais l'essentiel du line est fait sur Procreate, que j'ai exporté en fichier PSD, que j'ai récupéré dans Photoshop, et c'est finalisé dans Photoshop, oui. T'as une idée de la dimension de ce genre de fichier? Il te demande vraiment d'avoir une résolution très pointue. Non mais attends, tu vois, je t'avais dit, on a...
Je veux revenir. on aborde vraiment des trucs très pointus, mais je suis très curieux de savoir vraiment quel genre de document c'est, en fait, c'est ça. Comment hiérarchiser un document comme ça? On fait ça tout le temps quand tu veux, Hugo. Je suis trop fan. Je peux aller voir. Il me semble que c'est... Alors, je sais que moi, j'ai l'habitude de travailler sur du giga format parce que j'ai eu un traumatisme de bosser dans le pixel. Je sais pas si l'expression est comprise par tout le monde, bosser dans le pixel. Si, ça peut, hein. Ça veut dire que quand tu zoomes et que tu as du pixel, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quand tu commences à vouloir détailler un peu ton illustration, vraiment, tu vois le pixel. Oui. Et en fait, à un moment, ça m'a saoulé. Et maintenant, je fais plus un fichier en dessous de 5000 par 5000. Oui, ouais, je voilà. suis toujours sur 5000 aussi, ouais. Ah bah voilà. Je suis fan du 5000. C'est une très très bonne base. Et je préfère l'agrandir que le rétrécir au besoin. Attends, je regarde un petit peu. Je dois avoir... où est-ce qu'il est mon énorme la colline? Tu vas double-cliquer dessus, il va mettre 20 minutes à s'ouvrir. Mon PC va crash et fin de l'émission. Tu ne pourras plus jamais réouvrir le fichier. Ok, je peux te dire que ça fait 910 MO. Oh, un beau bébé. Un beau petit bébé. Par contre, niveau dimension, je pense pas l'avoir exporté à cette dimension-là. Non, ça doit pas être ce format-là. Je pense que la colline, j'ai dû vraiment abuser sur les dimensions. Je pense que j'ai dû travailler sur du 12 000, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Mais ça, c'est pas une condition, enfin, c'est pas une contrainte imposée par. C'est toi qui t'es dit, je veux un gros fichier. En fait, le truc, c'est que moi, même si j'avais le gabarit, mon illustration, je l'ai quand même bossé sur un fichier à part pour pas. Tu sais, ce syndrome de quand t'as des repères commentés, tu te dis, ok, mon illustration, je peux l'arrêter là. Où tu te dis, c'est bon, j'ai pas besoin de coloriser plus loin. Et non, j'ai vraiment bossé sur un fichier à part pour pas sentir les limites de la boîte. Et ce qui me permettait après de rétrécir mon illu au besoin, de recadrer, enfin même de zoomer, tu vois. Je me dis toujours, mon illu, si j'ai besoin de zoomer dedans à un moment, bah au moins j'ai... voilà, c'est en 12 000 par 12 000, il n'y a rien à craindre, quoi. Et dans la mesure où ils savent que potentiellement il faudra faire quelques réajustements de couleurs par rapport aux impressions, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils te... Encore une fois, est-ce qu'ils te demandent... une organisation au niveau des calques pour pouvoir réajuster ce genre de choses, ou est-ce que ils s'en fichent un peu de ce côté-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais. si, justement, c'est cool que t'en parles parce que ça a été un sujet, mais pas du tout pour des raisons de modification. C'était pour la com. Parce qu'en fait, eux, quand ils ont des supports de com à faire, des fois, ils sont emmerdés parce que tu vas avoir besoin de faire des trucs très verticaux ou très horizontaux. Oui. Et c'est des boîtes de jeux, c'est carré. Donc des fois, t'as pas nécessairement toute la matière dont tu as besoin. Par exemple, tu veux mettre une illustration plein pot sur un totem qui fait 2 mètres de haut. Si ta boîte, elle est carrée, t'es un petit peu emmerdé. Oui, je vois bien. Ouais. C'est vrai que je pensais pas à ça, mais t'as raison, c'est aussi des choses à prendre en compte. Ouais. Mais ça, il demande pas ça à tout le monde. Il demande pas ça à tout le monde, mais pour le coup, vu que justement je connaissais Joey, il m'a demandé, avant que je fasse vraiment le rendu, il m'a dit, est-ce que tu as moyen de me faire un multicalque? Ce serait génial. Si tu peux me séparer, même ne serait-ce que le premier plan, le mid-ground, le background et tout. Et au final, c'était pas excessivement compliqué à faire. Oui, mais au moins, t'avais l'info qu'il fallait... Ouais. Enfin, ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Vas-y. Donc tout existe en fait. C'est cool parce que du coup maintenant je bosse là-bas en remplacement et je suis déjà retombé sur le dossier com. Et en fait le dossier com, t'as une vingtaine de fichiers dedans, juste avec feu follet 1, feu follet 2, premier plan et tout. Mais c'est vrai que quand t'as une affiche à faire, ouais, c'est vachement plus agréable que ton artwork aplati en JPEG. C'est pas le même délire, quoi. Ah ouais. Et j'ai la boîte sous les yeux aussi. Tu parlais du coup du texte, enfin du titre du jeu que tu avais écrit, que tu avais fait toi-même. C'est quelque chose que tu as entièrement dessiné ou c'est une typo que tu as modifiée, sur laquelle tu es repassé par-dessus? Alors, si je te dis pas de bêtises, c'est une typo que j'ai pas tant modifiée. En vrai, attends, j'ai le Photoshop là. Oh, j'ai fait ça sur Photoshop. Mais quelle grosse salle. Ça balance contre Adobe, ça balance.
Faites vos logos sur Illustrator. Ah oui, c'est vrai, je faisais même pas le lien par rapport à ça. Mais après, si c'est un très très gros format, bon, c'est sûr que le jour où ils ont besoin de tirer une bâche sur un immeuble entier, bon, ce sera un peu pixelisé. Bah Mais, oui. Donc c'est bien. J'ai la typo de base. Alors on voit la modif quand même. Si ça va, on voit que ça a été modifié. Il y avait un esprit déjà. On y avait réfléchi un peu avec Gigamic, où on s'était dit ok, on veut une typo dans cette veine-là. Vraiment l'idée c'était fantasy quoi. Essayer d'avoir un truc qui, même si c'était orienté enfant, on voulait pas tomber dans le truc un peu bubblegum, ballon avec des reflets. Enfin, l'idée c'était pas de prendre les enfants pour des débiles. Et donc voilà, on voulait donner un côté fantasy en fait à la colline feu follet. Donc un peu Seigneur des Anneaux pour enfants quoi. Et non, je la trouve, je suis assez content déjà qu'on ait trouvé cette typo là et même du travail d'adaptation qu'il y a eu derrière. Écoute, je sais pas, est-ce que j'ai noté quelques anecdotes, je sais pas si t'en as. Si t'as quelques petites anecdotes de travail autour de ce projet ou autour de. Si, j'ai une anecdote, ça ne fera rire personne, hein, c'est vraiment juste une anecdote. L'un des premiers refs que j'ai envoyé à Gigamic, c'est un truc que j'ai fait 2 jours avant qu'on me propose de faire la colline au feu follet. Et qui matchait exactement, enfin, pas exactement, parce que c'est pas sur ça qu'on est parti, mais qui dans la vibe avait ce côté la colline au feu follet en fait. Ah oui, sans savoir que ce serait ça. Sans savoir que je travaillerais dessus. 2 jours avant, j'ai fait une petite illustration avec justement un sorcier, un petit mage au premier plan et tout. Et du coup, on m'a proposé ça. Je l'ai mis tout de suite dans la liste des refs que j'allais leur envoyer. Même si c'était un peu trop dark, justement, pour l'ambiance voulue. Mais c'était assez drôle. Et si le festival de Cannes, qui m'a permis de rencontrer IRL un mec que j'adore, qui est Arcadium, un mec que j'ai rencontré via Twitch et avec qui on vient de lancer une petite émission qui s'appelle Tranquille. Oui, TRKL. TRKL. Oui. On a lancé ça avec Lauren Kirk et Arca. Et en fait, Arcadium habite à 20 minutes de Cannes. Et donc, je l'ai rencontré IRL pour la première fois en allant au festival. Ça, c'était très cool. Toi, j'ai encore une petite question comme ça. Donc, vas-y. Donc le jeu, on a dit qu'il avait plutôt bien marché. Moi, je pars du principe quand même que la boîte, c'est quand même le truc qui attire l'œil en premier. Je pense que quand tu vas dans un magasin, si la boîte te plaît, tu vas prendre le jeu, tu vas regarder ce que c'est. Tu vas avoir des jeux exceptionnels, mais comme la boîte, elle te plaît pas, tu vas même pas essayer de regarder et tu peux passer à côté de quelque chose. Le jeu a eu un joli succès. Est-ce que et le fait que là, pour Gigamic, tu travailles en tant que graphiste, t'as jamais eu du coup d'autres propositions de couverture? Parce que je pense que t'as quand même contribué grandement, je pense, au succès du jeu, justement par cette première démarche qu'ont les gens à voir d'abord la couverture. Merci, déjà. Ma question était encore une fois un petit peu longue, hein, mais je sais pas Non, j'ai pas encore été officiellement contacté pour retravailler sur un truc avec Gigamic. D'accord. Ah. D'accord, très bien. Voilà. Non, mais c'est... D'accord, très bien. Non, mais c'est une bonne chose. Tu te dis, c'est tellement important d'avoir une boîte qui a de la gueule et qui permet d'attirer les gens. Tu dis, si une personne a réussi l'exercice, c'est peut-être une personne sur qui compter, tu vois. Voilà. Non, mais le raisonnement se tient. Mais en tout cas, je suis exactement du même avis que toi. Un jeu qui m'attire pas l'œil, il y a aucune chance que je l'achète, en fait. Enfin, à moins de l'essayer en soirée avec des potes et où tu te dis, ah ok, le jeu, il est vraiment bien, en fait. Mais comme tu dis, dans un rayon de magasin, oui, ta première approche du jeu, c'est la boîte. Ouais. C'est le style graphique, c'est tout ça. Et il y a des trucs tellement beaux qui sortent en ce moment. Moi, ça me...
Alors, tu vas avoir des... Ça, c'est fou, parce que là on arrive sur une deuxième conversation, hein, mais tu vas avoir plusieurs trucs, chez moi, qui peuvent être... Donc, la première chose, évidemment, c'est si le jeu est beau ou si le jeu est pas beau. Ensuite, t'as la mécanique, tu vois, et est-ce que le gameplay est cool ou pas. Et ensuite, t'as le thème du jeu. Et genre, de plus en plus, le thème, je le trouve de plus en plus important. Pour te donner un exemple, il y a un jeu qui s'appelle Blitzkrieg, qui est un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le jeu le plus cool du monde en termes de mécanique, sauf que les illustrations sont dégueulasses. Et le thème, je le trouve vraiment profondément... j'ai pas envie de jouer à ça, tu vois. Et je suis embêté parce que c'est vraiment un jeu qui est ultra cool. C'est un jeu... comment on appelle ça ? C'est un jeu de tir à la corde. Donc t'as un petit sachet, tu tires des petits pions et tu les poses. C'est très rigolo, c'est des parties assez courtes. Et est-ce que toi tu disais que l'illustration c'était aussi important ? Est-ce que ça peut être même plus important que le gameplay pour toi ? Alors, pour moi, c'est pas plus important que le gameplay. Un jeu, s'il est beau, très bien, il est beau. Mais s'il est chiant, tu ne vas juste pas y jouer. Il va rester sur ton étagère et ce sera un beau jeu sur ton étagère. Par contre, en termes de marketing, la mécanique de jeu, t'en as aucune idée en fait. Tant que t'as pas attrapé le jeu. Après, je suis toujours dans le scénario du t'es dans le rayon dans un magasin. Maintenant, les jeux, tu te renseignes sur Internet, t'as le bouche à oreille, t'as je vais utiliser le terme influenceurs, pas de façon négative, mais t'as les influenceurs jeux de société qui vont parler de leur coup de cœur du mois et tout ça. Oui. T'as tellement aujourd'hui justement de sources d'influence que l'argument du en rayon, tu vois que l'illustration et la mécanique, t'en as pas trop connaissance, il est un peu caduque. Oui, je pense aux personnes âgées qui veulent faire un cadeau pour leurs petits-enfants et qui n'ont pas les réseaux sociaux et tout. Mais oui, qui regardent des boîtes comme ça. C'est vrai. En fait, tout simplement, les gens qui aiment le jeu de société, mais qui n'en font pas un moteur de vie, qui vont pas chercher les reviews, qui vont pas se renseigner sur Internet. On peut aimer le jeu de société juste en allant chercher son jeu de société au magasin. Enfin, c'est pas moins bien. Mais oui, pour ce public-là, par contre, je pense que justement la DA, la patte graphique et tout ça, c'est quand même super important pour l'achat. Après, voilà, c'est ça, c'est à l'achat, oui. Pour la vie du jeu, non, parce qu'on joue à des jeux moches. Il y a des jeux moches qu'on adore. Oui. Voilà. Regarde le Uno, c'est typiquement un exemple d'un jeu qui est pas beau. Uno qui cartonne. C'est juste des chiffres sur des cartes, hein, quand même. C'est puré, ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. Ou même, là, ça fait quelques années que. Alors, je sais pas si on dit Skyjo ou Skijo, qui est aussi un truc qui est top 1 des ventes depuis plusieurs années. C'est vraiment. C'est un peu la gueule du Uno d'ailleurs, hein, c'est vraiment des chiffres sur des cartes. Oui, c'est vrai. Et tu te dis, bon, il n'y a pas besoin qu'un jeu soit sublime ou qu'il y ait des petits chats pour que ce soit un carton. Skyjo, dans mes souvenirs, ils sont un petit peu fait caca sur la boîte quand même. Je trouve, c'est très personnel, mais je trouve qu'il est hideux le jeu. Et à chaque fois que je le vois en magasin, parce que je fréquente beaucoup les magasins de jeux de société, étant donné que je suis un peu addict aussi, dès que je vois Skyjo, je me dis c'est dommage qu'il soit si moche, j'aimerais tellement y jouer. Et tu vois, faites un remake à un moment, quoi. Mais non, mais vraiment le visuel me rebute tellement que alors que je sais que c'est a priori un très bon jeu, mais juste j'ai pas envie de l'avoir chez moi. Ah, mais je suis retourné voir, je me souvenais pas qu'il y avait autant de couleurs dans le RVB. Ah oui, non, ils ont pété un plomb, ils ont mis du fluo partout, c'est terrible, fort. C'est terrible. C'est terrible. Et à l'inverse, tu vas avoir des jeux qui vont pas, sur lesquels je vais pas passer beaucoup de temps, mais j'ai la boîte parce que je trouve que le jeu est sublime. Voilà. Moi, je veux faire un shout-out pour un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Oui. Et que tout le monde connaît, je pense. Mais Escape de Dark Castle. Ce jeu est incroyable. C'est littéralement un livre dont vous êtes le héros, mais c'est un jeu de société dont vous êtes le héros. Est-ce que du coup tu as le jeu ? Alors je l'ai pas encore. Il faut que je l'achète. C'est un jeu full noir et blanc comme ça. Ouais. Ah oui, mais du coup c'est le visuel qui te. Non, j'y ai joué. Ah, le jeu est très bon aussi, c'est ça. Et le jeu est excellent. C'est vraiment si tu connais toi les livres dont vous êtes le héros. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment cette mécanique-là. C'est-à-dire que je crois que le jeu contient, je sais plus, une 50aine de cartes dites event. En fait, tu les mélanges, tu vas en tirer que 15.
et ces 15 cartes, elles vont constituer ta partie. Ah, très sympa, très sympa. Et donc tu les retournes les unes après les autres, et ça va être, vous rentrez dans une pièce, vous rencontrez telle créature, telle personne, tel événement, et la mécanique de jeu s'explique en 5 minutes. Tu peux y jouer avec des gens qui ont jamais fait ce genre de jeu, et c'est excellent. Voilà. Oh, tu me l'as vendu, hein, tu sais que je vais l'acheter. Hein. Ah ben moi, il faut que je l'achète aussi, j'y ai joué et j'ai trop envie de l'acheter maintenant. Faisons un tir groupé, économisons les frais de port. Non, là, tu me l'as vendu, j'ai été voir en plus, le jeu a vraiment une vraie gueule, il y a plein d'extensions en plus, ça, j'avoue. Et pour ceux qui aiment pas trop on va dire entre guillemets le médiéval fantasy, dark fantasy, enfin grosso modo c'est le château de Dracula, hein, ça a vraiment cette vibe-là. Il y a Escape de Dark Sector, et c'est pareil en SF, avec des règles un peu plus complexes, mais ça a l'air tout aussi classe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a oublié que tu voudrais rajouter ? Non, pas vraiment. Je pense vraiment que... Non, mais je réfléchis s'il y a quelque chose sur le... J'ai pas eu de grands bouleversements dans ma vie, ça n'a pas... je suis pas devenu un illustrateur mondialement reconnu. Enfin, tu vois, ça n'a pas changé ma vie, fondamentalement. Par contre, moi, ça m'a confirmé. On en parlait tout à l'heure, mais ça m'a confirmé que, par contre, j'adorais retravailler là-dedans. Oui. Et idéalement, de A à Z. Genre vraiment qu'on ait un auteur, il a une idée, et go. Et on fait ça à fond, on fait la boîte, on fait le matériel. Oui, d'être impliqué dès le début dans les protos et tout. Ouais, ça me ferait vraiment kiffer. Ah, j'avoue, ça, je te le souhaite en tout cas. Je te le souhaite. Eh ben, merci. Eh ben, écoute, Clem, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces petites anecdotes, ces histoires. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que vous aussi qui écoutez le podcast, vous avez également appris plein de belles choses. Et puis, merci Clem. À très bientôt. Merci à toi, Go. Salut. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a intéressé. Je mets les liens de Clem Neuter dans la description de ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez bien entendu vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou vous abonner directement au podcast selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez toujours me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitch, Instagram, ma newsletter. Tous les liens sont aussi dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez faire plein de compliments à Clem Neuter, on les lira bien sûr avec grand plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon week-end, ça dépend du moment auquel vous allez écouter ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.